pas l'air comme ça, mais j'ai le sang chaud et j'ai pété un plomb en saison je sais pas combien avec Beverly et Vivian. Même les choses les plus terribles, et quoi, moi j'ai vécu des choses terrifiantes et terribles. Tout a été finalement vertueux. Le monde fonctionne à l'envers. Il fonctionne pas mal, il fonctionne à l'envers. J'ai aucune once de méchanceté en moi. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? À mon sens, oui, puisque je suis polyamoureuse. Le plus beau cadeau de ma vie, c'est que tu m'aies choisi comme maman. Lucie, tu parles d'amour comme d'autres parlent de tempête. Pas pour les fuir, mais pour apprendre à danser sous la pluie. Dans un monde qui like plus qu'il n'écoute, tu rappelles que l'amour, ce n'est pas un filtre. C'est une vérité nue, parfois belle, parfois violente. Tes mots recousent les âmes que la vie a déchirées, et ton regard semble dire « rien n'est foutu tant qu'on veut aimer ». Tu as vu passer les ruptures, les mensonges, les promesses. Tu as vu les cœurs se perdre dans le bruit, et pourtant, tu continues d'y croire. Croire que derrière chaque peur, il y a un désir d'être vu, qu'il n'y a pas de mauvais amour, juste des gens qui cherchent encore comment aimer mieux. Ce soir, on ne reçoit pas la love coach, on reçoit la femme qui regarde l'humain sans jugement, et qui rappelle que l'amour, au fond, c'est le courage d'être vrai devant quelqu'un d'autre. Bienvenue dans The Brain, là où on parle d'amour, mais surtout de ce qui reste quand il s'en va. Lucie, bienvenue sur The Brain. Fabio, merci infiniment, du fond du cœur. Et si tu acceptes, j'adorerais récupérer ce poème et l'afficher chez moi. Il est... J'ai toujours été très touchée par la poésie et la littérature, et là tu me fais un cadeau inestimable. Avec grand plaisir, je te le donnerai avec grand plaisir. C'est toujours très touchant pour moi quand ça plaît, parce que je le fais pour que aussi ça plaise et que ça aille droit au cœur, donc je suis très content de ton remerciement. Vraiment, c'est un magnifique cadeau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler un petit peu de ton parcours, de ta carrière, aussi de ton métier, des questions que les gens peuvent se poser de manière globale sur les sujets tels que l'amour, globalement, hein, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi de te découvrir, on a envie de te découvrir, et on a envie de savoir ce qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, celle qu'on voit un petit peu à la télé, qui doit être aussi différente dans la vie privée, j'imagine, tu nous le diras. Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur tout ça. On parlera aussi de l'association que toi, tu as décidé de défendre aujourd'hui et de soutenir sur The Brain. C'est l'association Par un par mille. Tu pourras nous la présenter tout à l'heure. Et on créera des cartes à ton effigie avec l'association Par un par mille. Donc on est très content, d'une part, de te recevoir et d'autre part, de pouvoir soutenir une belle association grâce à toi. Donc c'est très gentil. Ma première question, Lucie, c'est de savoir... Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail de love coach et comment était ton enfance pour comprendre un petit peu ce qui t'a amené à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Je crois que j'étais déjà une enfant coach. Hein. C'est pas quelque chose qui m'est venu, c'est une chose avec laquelle je suis née. Alors moi, il faut savoir que j'ai une approche de mon métier et même de ma vie qui est très empreinte de spiritualité. Spiritualité au sens... très noble et très pur du terme. Il n'y a rien de très mystique dans mon approche, mais il y a quelque chose qui est empreint de magie, de poésie, de vivant, de subtil, mais également d'invisible. Il faut savoir que quand je suis venue au monde, je suis arrivée déjà avec, je crois, quelques bagages. Certains que j'ai encore aujourd'hui, parfois pleins, parfois à moitié pleins, parfois vides, mais avec la valise encore là. Et je crois que ce sont ces bagages qui contenaient aussi cette vision du monde qui m'ont conduite à faire ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire que je suis devenue professionnellement ce que j'étais déjà humainement. C'est-à-dire une accompagnante. C'est vraiment pour moi... non pas un métier, mais une continuité logique de ce avec quoi je me suis incarnée sur Terre. Et justement, quelle vision de l'amour ils t'ont transmis tes parents à toi? Alors, ma mère m'a transmis une vision de l'amour absolument inconditionnelle, qui est, à mon sens, le véritable amour, celui en tout cas après lequel chacun, ou en tout cas certains, et la plupart, je dirais, courent. L'amour inconditionnel, c'est « je t'aime ». Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quoi que tu penses, quoi que tu dises, je t'aime. Ma mère nous a aimés, mon frère et moi, et nous aime encore comme ça. Ça a eu
c'est d'une préciosité incroyable. C'est un trésor pour toute la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai 45 ans. Si je disais à ma mère, tu sais quoi, maman, j'ai décidé de devenir astronaute parce que j'ai toujours été passionnée de Elle serait derrière l'espace. toi. Elle me dirait, mais bien sûr, la NASA t'attend. Mm. Non, elle serait pas derrière moi. Elle aurait déjà contacté la NASA en Ouais. disant, ma fille vous fait l'honneur de vouloir devenir astronaute. Préparer la combinaison. C'est-à-dire que vraiment, et j'aurais plein d'anecdotes à te raconter où ma mère a fait ce genre de choses et avoir quelqu'un comme ça qui t'éduque et qui te regarde avec ces yeux-là, voilà, ça met de la pression, Mm. mais c'est surtout une espèce d'objet que tu as dans ton cœur en permanence qui fait que rien ne t'arrête. Personne ne t'arrête parce que elle nous a fait croire, dans le bon sens du terme, que rien n'était impossible pour nous parce que nous étions des êtres merveilleux. Et si chaque parent pouvait regarder son enfant comme ça, parce que je pense que le monde sera sauvé par les enfants et donc par l'éducation, eh bien le monde irait mieux. Donc voilà, c'est cet exemple que j'ai eu de par ma mère. L'exemple de mon père est totalement à l'opposé. D'accord. Moi, je n'ai plus de contact, en tout cas de mon côté, avec mon père depuis l'âge de 27 ans. D'accord. J'ai décidé de couper court à cette relation parentale qui était intrinsèquement, profondément et définitivement toxique. Puisque j'ai un père qui est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de profondément capable, quelqu'un de doué d'intelligence, mais qui a décidé que tout ça, il l'utiliserait pour faire le mal. Pour faire le mal. Un mauvais escient, ouais. Exactement. Donc après des années de tentatives, après des années d'espoir, après des années même d'admiration le concernant, parce que les gens ne sont pas manichéens, personne n'est tout noir, tout blanc. Les choses sont nuancées, évidemment. J'ai décidé de fermer la porte comme on ferme la porte quand on se rend compte qu'on est allergique de manière violente à quelque chose. Cela n'empêche absolument pas l'amour. Il n'y a pas de haine, en tout cas, je ne crois pas. En revanche, les traumas sont encore aujourd'hui très vivants, ça c'est certain. Quand on est confronté à la méchanceté pour moi c'est la volonté de faire du mal. Hein. C'est très différent de je fais du mal inconsciemment, par maladresse ou parce que moi-même j'ai mes névroses. Dans la méchanceté, il y a vraiment un désir, une intention, du mal. C'est très différent. Quand on a été confronté à la méchanceté, comme j'y ai été, et de manière multiple, répétée, et très souvent très très grave et très profonde, ça laisse forcément des marques. Et je me rends compte, justement en ce moment-là, quand on tourne, au mois de novembre 2025, que ces marques, certaines sont guéries, d'autres sont encore très à vif. Ouais, je pense que c'est le travail de toute une vie. Mais c'est marrant, aujourd'hui, j'ai pas de rancœur contre mon père. Je peux avoir une forme d'amour pour lui. Maintenant, je sais très bien que c'est quelqu'un dont je ne dois pas faire partie de la vie. Il y a une incompatibilité et il y a tout pas simplement. de... Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Bien sûr. Et c'est pour ça que je vais te poser la question. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est... Il faut le faire si jamais notre relation avec la personne, même si c'est notre père ou notre mère, est-ce qu'il faut couper les ponts si jamais la personne nous fait du mal, en fait, finalement? Je pense que n'importe quelle personne, dans n'importe quelle relation qui nous fait du mal, qui n'est pas capable de le reconnaître et ou n'est pas capable de travailler sur elle Bien sûr. pour améliorer son comportement et donc le modifier, doit être une personne que l'on éloigne de son entourage. Oui, parce qu'elle va nous faire du mal sur le long terme. Oui, que ce soit conscient ou inconscient. Imagine demain, tu es avec un petit ami ou une petite amie qui a vécu ce qu'elle a vécu. On dit toujours qu'on est la victime d'une victime. Bien sûr. Qu'il n'y a pas vraiment de bourreau dans bon, après, c'est qui de l'œuf ou la poule. Il y a forcément eu un bourreau au départ, mais on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de bourreau, on est tous victimes de victimes. Mais une fois qu'on a dit tout ça, que on peut pardonner, que l'être humain commet des erreurs, qu'on est tous victimes de quelque chose, qu'on ne va pas s'en prendre à la personne mais au bâton et inversement, etc., etc. Une fois qu'on a dit tout ça, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fonctionne avec? Comment on fonctionne avec? Donc, à partir du moment où demain, toi, tu as un petit ami ou une petite amie qui te fait du mal pour X ou Y raison et que cette personne ne veut pas ou ne peut pas changer, guérir, se soigner, travailler sur elle, bien sûr qu'il faut, à mon sens, fermer la porte, bien sûr. Ne serait-ce que parce que le véritable amour, c'est celui qui fait que l'on se choisit. Et se choisir, c'est dire stop à ce qui est dans le désamour. Individuellement, ouais. Exactement. Ouais. Et justement, ça m'amène à la prochaine question, un petit peu moins sur le parcours, mais on va reprendre après. Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord s'aimer soi-même
avant de pouvoir aimer quelqu'un réellement dans une relation amoureuse ou même amicale? Alors non, je ne pense pas qu'il faille s'aimer Ok, soi-même d'abord, je pense qu'il faut en avoir l'intention. Et c'est une nuance qui est très importante parce que c'est quelque chose que l'on entend souvent et que j'ai certainement dite dans mes jeunes années. d'accord. Et je suis sûre, tu vois, que si je reprenais un de mes 3 livres, je suis sûre que dans un de mes 3 livres, ça doit être marqué. Mm. Euh, et je suis comme n'importe quel être humain, quelqu'un qui évolue. Et aujourd'hui, je dirais que non, il ne faut pas s'aimer soi-même, mais il faut en avoir l'intention. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire que je m'aime moi-même 100% du temps et de manière exhaustive. Mm. C'est faux. En revanche, c'est un chantier que j'ai ouvert et que je ne fermerai jamais. Jamais. Et ça, c'est très différent. Mais si on devait attendre de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, je pense que personne ne serait en couple. Mm. Oui, je suis d'accord avec En toi. revanche, il faut avoir ouvert le chantier et avoir la volonté et l'intention et aller dans cette direction. Oui, bien sûr. Un Ok. couple, c'est pas quelque chose de thérapeutique. Et c'est quelque chose, je pense, où on progresse ensemble et de manière individuelle aussi. Bah, t'as tout résumé. Sur ta carrière, justement, si on reprend un petit peu le parcours, j'ai vu que tu avais pas mal galéré sur les premières années de ta vie, tu avais pas mal cherché un petit peu ta vocation, tu as fait plusieurs choses, tu vas pouvoir nous dire, et tu es arrivé au métier de love coach. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu y arrives, comment ça vient en fait? Alors moi, l'école et moi, on n'était pas copains du tout, du tout. Et je ne sais pas si aujourd'hui on le serait. Mhm. Je ne suis pas très amie avec le système Ouais. d'éducation que l'on a en France. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, peut-être que je pourrais, non pas embrasser ce système, Ouais, mais m'adapter. plutôt que d'essayer de le contrer et m'en plaindre, je pourrais m'y adapter Mhm. et m'en servir Mhm. de manière noble, encore Ouais, une je fois. comprends. Ouais. C'était pas le cas quand j'avais 5, 10, 15 Ce ans. qui n'est pas le cas pour beaucoup de gamins d'ailleurs. Du tout même. Parce que moi, quand j'ai eu 15 ans, quand je suis 15-16 ans, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait ma première année de seconde. Mhm. Et mon père, avec toute la brutalité que je lui connais, m'a dit bon, de toute façon, tu travailles pas, t'es pas très bonne à l'école. Alors évidemment, les termes sont très édulcorés, Mhm. donc tu vas aller faire un CAP. Bon, ce qui n'était pas une punition en soi, parce qu'un CAP, c'est une très belle école et c'est Mhm. un très bel apprentissage de la vie. Donc j'ai fait un CAP d'esthétique, ce que j'ai adoré d'ailleurs. Et bizarrement, là, j'avais 20 de moyenne dans la plupart des, Mhm. des matières parce que je me suis retrouvée dans un système avec Que tu une kiffais. pédagogie que je Ouais. kiffais 100 Ouais. fois plus. Euh, et donc, euh, et donc moi, j'ai donc pas fait d'études supérieures, je n'ai même pas passé mon bac. Mhm. Donc j'ai en revanche une capacité qui est très chouette, qui m'a été transmise par mes 2 parents, c'est que j'ai un culot Mhm. incroyable. Et je suis très système D, que je suis très débrouillarde. Donc je me suis beaucoup servi de ça dans ma vie, c'est-à-dire j'ai jamais eu les 2 pieds dans le même sabot, je suis quelqu'un de très travailleur, donc j'ai travaillé d'aussi loin que je m'en souviens, c'est-à-dire depuis l'âge de 17 ans, que ce soit en tant que vendeuse, j'ai distribué des prospectus, j'ai vendu des encyclopédies, j'ai été visiteur mystère pour des banques, enfin j'ai fait plein de trucs. Mhm. Et puis après je me suis dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais essaye de faire quelque chose qui te plaise. Et je suis arrivée à Paris parce que moi j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc je suis arrivée à Paris et je me suis dit j'aimerais bien faire de l'immobilier. Alors à l'époque, je ne sais même plus pour quelle raison, mais pour faire l'école d'immobilier que je voulais faire, il fallait avoir le bac ou le niveau bac. J'avais aucun des deux. Mais par force de persuasion, j'ai fini par y arriver. Ils m'ont pris dans l'école et puis finalement j'ai fait un long bout de chemin dans l'immobilier et en parallèle dans l'événementiel. Donc en tant qu'hôtesse, en tant que chef hôtesse, en tant que bouqueuse, voilà, pour des événements Et divers et c'est des variés. expériences qui t'ont servi, ça, J'ai adoré. par la suite? Ouais, j'ai adoré. Ouais. Ça a fait grandir ma débrouillardise, ça a fait grandir mon goût pour l'humain. En revanche, ça m'a coûté très, 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 très cher parce qu'à l'époque, c'est un terme qu'on n'utilisait pas et c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui beaucoup trop. Je ne savais pas encore que j'étais de ces personnes hypersensibles et donc Mhm. socialement, ça me coûtait extrêmement Ouais. cher. Et donc nerveusement aussi. Et donc ça a développé mon côté anxieux très fort, mes insécurités très fortement, etc. etc. Et donc, c'est il y a 15 ans que je suis devenue love coach, puisque j'avais 30 ans quasiment, quand je suis devenue. Mais pour ça, bah, moi, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir le bac pour pouvoir faire des études. Moi, repasser le bac, c'était un peu inenvisageable. En revanche, à l'université de la Sorbonne Nouvelle à Paris, tu avais un diplôme qui s'appelle le DAEU, diplôme Mhm. d'accès aux études universitaires. Ouais. Et donc j'ai fait ce DAEU que j'ai eu en un an. Alors j'étais pas peu fière. En plus j'ai eu 11,5 de moyenne, ce qui était une grosse moyenne Mhm. par rapport à ma scolarité. Donc j'étais toute contente. Et derrière, de manière très classico-classique,
Je me suis dit, moi, je vais être dans la relation d'aide, accompagner les gens. Je me suis donc inscrite en fac de psycho. Donc, j'ai fait 1 an de licence. J'ai détesté parce que je me suis retrouvée dans ce que j'aimais pas, hein, les bancs de l'école. Et alors, l'approche très scolaire. Encore pire en plus parce que la fac, c'est vraiment amplifié. En plus pour les gens très disciplinés, ce que je ne suis pas du tout. Moi, j'avais pas de méthodologie scolaire, j'avais pas de structure. Donc, ça n'a pas été une très belle année. En revanche, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à la suite de ça, à continuer à étudier tous les livres qu'on nous avait remis pour ce cursus. Et je me suis vraiment dit que c'était là que j'avais envie d'être, mais pas dans cette approche-là. Donc, j'ai fait une première école de coaching pendant 6 mois, puis une seconde un peu plus tard parce que j'avais envie de quelque chose de complémentaire. Puis, je me suis formée ensuite vraiment en cours particulier avec une des meilleures en France qui s'appelle Eve Federici, qui a elle-même été formée par les premières disciples des créateurs de la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, qui est une grosse base essentielle dans le métier de coach. Et puis après, une fois que j'avais ma boîte à outils, j'ai mis mes outils à l'intérieur. Je me suis formée à l'hypnose thérapeutique, je me suis formée à l'art-thérapie, je me suis formée à l'étude du langage non-verbal, à la pratique en énergétique, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que de la même manière que dans ma vie, dans mon métier, forcément, j'ai une approche qui est holistique, donc psycho-corporelle, spirituelle. Oui, et tu te sers de toutes ces disciplines dans ton métier aujourd'hui. Oui, toutes. Et puis encore aujourd'hui, j'apprends. J'ai besoin d'apprendre. Je suis nulle à l'école, mais j'adore apprendre. Par rapport à ça, je pense. On va tirer une petite carte, Lucie, comme tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure. Petite carte bonus. Ça. Je te laisse la prendre. Tu peux mélanger, tu peux faire tout ce que tu veux. Je les regarde depuis tout à l'heure. Hein. Je suis très joueuse. J'aime pas les surprises, mais je suis très joueuse. La citation amoureuse la plus bateau. Donc la plus un peu ringarde, c'est ça, pour la toi, plus. Après. Ouais, à mon sens. Qui m'aiment me suivent. Et pourquoi ? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été très utilisé et le qui m'aime me suivre, ça a un côté un peu, je trouve, trop facile. En gros, si vous m'aimez pas, tant pis pour vous. Ouais. Je suis comme ça, prenez-moi comme je suis. Bah ça, pour moi, ça c'est le début un peu de la toxicité. Et il y a beaucoup de gens qui entendent cette citation qui à la base ne veut pas dire ça. Il y a beaucoup de gens que ça arrange de faire croire que cette citation veut dire ça. Ouais, je vois ce que tu dis. Le qui m'aime me suivre, ça veut pas dire ça au départ, mais il y en a beaucoup qui s'en servent comme ça en se disant si tu m'aimes pas, tant pis, passe ton chemin. Plutôt que je changerai pas et j'ai pas de remise en question. Alors que la remise en question est quelque chose. Le doute et la remise en question sont des choses formidables si elles sont bien utilisées et si elles sont mesurées et proportionnées. Bien sûr, oui. Oui, pas trop, parce que sinon, après, on finit par perdre confiance. Mais tout est équilibre. Ouais. Et c'est toujours ce qu'il y a de plus dur à trouver, l'équilibre. Bien sûr. Donc après toutes ces galères, tu commences à être love coach, comme tu l'as dit, les formations, etc. Et puis, à un moment donné, nous, on te connaît, le grand public te connaît parce que tu vas devenir, dans des émissions de télé-réalité, love coach, justement. 5 ans après, ouais. Voilà, 5 ans après avoir démarré. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrive, ça ? Ça arrive comme quelque chose qui vient de nulle part, qui sort de nulle part. Soupe, ouais. Alors, le cheveu sur la soupe serait un aspect... J'ai failli dire ça, mais c'est un côté péjoratif. Le cheveu sur la soupe, c'est plutôt quelque chose de gênant. Donc là, on va dire le nuage dans l'assiette, peut-être. C'est positif. Ouais, c'est plus positif. Mais c'est sorti de nulle part, en tout cas. Ça, c'est certain. C'est que je me rappelle très bien. Je suis dans ma voiture, dans le 14e. Je rentre chez moi à Fontenay-aux-Roses. Axel avait 1 an à ce moment-là. Et j'ai un directeur de casting qui s'appelle Rudy, je crois, qui m'appelle et qui me demande ce que je pense de la télé-réalité. Je lui dis que j'en pense pas grand-chose parce que je ne regarde pas la télé. J'ai beaucoup consommé la télévision quand j'étais petite, mais depuis que je suis adulte, voilà, je regarde des films et des séries, mais je ne regarde pas la télé. En revanche, je lui dis que je m'intéresse à la télé-réalité qui parle d'amour. Donc à l'époque, on a les Bachelor qui veut épouser mon fils, etc., etc. Et je lui dis que ça, je regarde. Et il me dit ça tombe très bien parce que je vous appelle pour une émission de télé-réalité qui parle d'amour, etc., etc. Puis donc c'est là que j'arrive à l'agence la société de production qui a créé, faut savoir que c'est un format qui a été créé en France, qui a créé La Villa des Cœurs Brisés. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, il y a plein de questions qui te viennent en tête. Est-ce que j'y ai droit Est-ce que je vais... Le petit syndrome de l'imposteur. Bon, alors ça, celui-là, moi, voilà. J'arrive régulièrement à le ranger, mais il ressort souvent du tiroir tout seul. Tu sais, je sais pas, il sait faire. Est-ce que j'ai droit ? Est-ce que je peux ? Est-ce que c'est ma place ? Et puis mes amis, mon entourage, attention, c'est de la télé-réalité, ça va abîmer ton image.
Ce à quoi je réponds assez rapidement, merci de vous inquiéter de moi, évidemment, parce que c'est de l'amour, tout ça. Néanmoins, je sais que la seule personne qui peut abîmer mon image, c'est moi, C'est et qu'à moi-même, ouais. partir du moment où je suis la même à la ville qu'à l'écran, Mm. ça posera pas de problème. Après, il y a évidemment toujours des interprétations possibles parce que les choses sont sorties de leur contexte, que c'est un mois de tournage qui est condensé dans un Bien montage sûr. ultra serré. Mais dans l'absolu, voilà, je suis pas trop inquiète. Je suis pas trop inquiète pour mon image. Je suis plutôt excitée par l'aventure. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la spontanéité et au Mm. principe d'aventure. Oui, tu te laisses un J'aime petit les peu faire. expériences. Ouais, ouais. Ouais. Et justement, à la télé, moi j'allais venir sur l'image. Moi je trouve, j'ai regardé quelques extraits, je suis pas forcément consommateur, mais j'ai regardé quelques extraits, etc. Et on a l'impression de quelqu'un d'un petit peu plus rigide, etc. Et quand on te rencontre là, tu sais, hyper solaire, sympathique, etc., on discute bien. Et c'est vrai qu'à la télé, on a cette petite image de rigidité. Comment tu l'expliques ce truc-là? Ben, pas très simplement, parce que la première année où j'ai fait la villa, donc la saison 1, je me rappelle qu'une fois, j'étais donc en séquence, j'avais coaché quelqu'un, ou j'avais fait un coaching de groupe, ou j'étais venue faire une annonce, j'en sais Ouais. rien. Et puis les caméras sont coupées parce qu'il y a une pause d'une demi-heure, j'en sais rien. Et puis la productrice me voit en train de faire un petit bac avec les candidats. Elle Ouais. me dit alors, mais non, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. On a besoin d'une forme de solennité, on a Ok. besoin que les candidats te respectent, donc on a besoin que tu sois beaucoup moins familière que Ouais. tu l'es dans la vraie vie. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la grosse différence entre le moi à l'écran et le moi à la ville. Je suis quelqu'un de potentiellement très très dur parce que je suis très exigeante avec Ouais. moi-même, avec les autres, mais c'est quelque chose qui est mis en avant de manière très forte dans la villa parce qu'on Oui. me demande une forme de solennité parce que je suis pas leur pote. Oui, t'es un peu celle qui vient recadrer et qui vient. Ouais, ouais, t'as Ouais, ce même si rôle-là. j'aime pas trop le faire Bah parce que je ouais. suis censée être leur coach et Ouais. non pas une Bah, arbitre ouais. ou un policier ou une Mm. maîtresse d'école. Néanmoins, on me demande d'avoir une approche statutaire et Ouais. solennelle. Voilà, c'est les termes qui Et, reviennent. et est-ce qu'il y a des moments avec des candidats qui t'ont réellement impacté personnellement, des émotions, des choses dont tu te souviens, qui t'ont vraiment, Oui. sur des coachings, qui t'ont vraiment impacté de manière. Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai le sang chaud et j'ai pété un plomb en saison je sais pas combien avec Beverly et Vivian, où c'est un couple qui pourrit l'ambiance de la villa. Ils ne font que se disputer et au-delà du fait qu'ils ne fassent que se disputer, je peux pas leur en vouloir parce que c'est un couple qui est venu en étant en crise, donc Ouais. forcément qu'ils vont pas se faire des bisous toute la journée. Mais ils vont trop loin à mon sens. Ils vont jusqu'à, je crois, se cracher dessus ou des trucs comme ça. Donc on est vraiment pour moi dans une ultra, dans quelque chose de violent et de Vraiment malsain. très très toxique. Ouais. Et Ouais. en plus, j'ai un énorme amour et une énorme affection pour ces deux personnes qui ont un cœur immense, mais qui dysfonctionnent dans leur couple. Et je me rappelle que je viens pour les aider parce qu'on m'appelle au secours, je ne sais pas, au dernier moment. Et je vois qu'en fait, ils n'entendent rien et qu'ils sont dans leur... Ouais, dans leur truc, dans leur délire, et que j'arrive pas à les en faire sortir, et je pète un plomb, je leur hurle dessus en leur disant D'accord. mais quittez-vous. Ouais. Et je quitte la Ouais. villa comme ça en mode drama queen. Donc Mm. oui, bien sûr que la villa m'impacte. Je crois que pour être un bon coach, il faut être un être humain très vivant et très Ouais. authentique. Donc c'est ce que j'essaie de rester. Et sur les tournages, comment ça se passe? Je sais pas si vous tournez à l'étranger, si toi On tourne à l'étranger. t'es constamment dans la villa. Est-ce Mon que Dieu, non. non, comment ça se Fabio, passe? mais Non mais t'imagines? constamment, tu vis pas avec eux, mais Non. tu restes donc sur l'entièreté du tournage. Alors oui, je reste sur l'entièreté du Ouais. tournage. Si le tournage, par exemple, dure 4, 5, 6 semaines, j'arrive le premier jour et je pars le lendemain du dernier jour. Enfin, D'accord. j'arrive à la veille du premier jour et je pars le lendemain du dernier jour. Mais je vis avec les équipes dans un hôtel qui est à Ouais. proximité de la villa, Et enfin tu plus viens ou de moins. manière ponctuelle. Et Ouais. je viens quand je dois faire un coaching ou quand je dois animer un feu de la vérité ou X ou Y chose. Et je repars tout de suite après, sauf si on a une réunion parce qu'on doit, je sais pas, prévoir quelque chose Des pour la séquences ou suite, autre, une ouais. séquence, etc., en parler. Mais sinon, moi, je suis celle qui bosse le moins sur son âge, il faut le savoir. Vraiment. J'arrive et en général, je reste 3 heures et je repars. Alors après, je D'accord. peux revenir plus tard pour 3 heures à nouveau parce qu'on a une autre séquence dans la journée, mais je suis celle qui travaille le moins sur ce D'accord. tournage. Et tu as le suivi des candidats, de leur situation amoureuse. Tu les vois avant, en amont, pas du tout? Non. Alors, moi, il faut savoir que, comme toi, je ne suis pas cliente de ma propre émission parce que je ne la regarde pas. Je ne suis pas cliente des autres émissions non plus. Donc, je ne connais pas les candidats. Donc, les candidats, j'apprends à les connaître de manière totalement virtuelle parce qu'en fait, quand j'arrive en préparation de l'émission, le casting est déjà fait. D'accord.
D'accord. On m'a montré le casting et je leur dis oui, parce que je ne les connais pas, sauf s'ils reviennent d'année en année, ce qui est parfois le cas. Et à ce moment-là, je découvre leur vidéo de présentation. C'est une vidéo de présentation de 10 à 15 minutes qui a été montée sur quelque chose qui a duré beaucoup plus longtemps. Ils ont rencontré un psychologue, ils ont rencontré des journalistes, ils ont rencontré des rédacteurs en chef, les agents de casting, etc., etc. Et moi, j'ai ce petit condensé où ils vont donner leurs problématiques, les grands événements de leur vie, leurs intentions, leurs envies, etc., etc. Et à partir de là, je commence à créer des exercices de coaching pour eux. Et après, le reste, c'est de l'impro et c'est de la spontanéité et ça se crée sur le moment. Oui, parce que tu vois les grandes problématiques qu'ils peuvent avoir, mais j'imagine que sur le moment, tu les connais pas. Mais de la même manière que c'est ce que je fais en cabinet. En cabinet, quand quelqu'un sonne à ma porte et qu'il a pris rendez-vous, je ne connais pas son histoire. Donc l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire de la personne, tu la découvres en séance normalement. Moi, je la découvre un chouille avant sur un truc de 10 minutes, donc c'est évidemment pas une anamnèse, mais j'ai quelques indicateurs néanmoins. Les gens ne viennent pas dans la villa pour être transformés. Ils viennent vivre un avant, un après, éventuellement un déclic, une prise de conscience, mais on n'est pas sur une thérapie. On est sur un coaching. Donc on sait très bien qu'un coaching, parfois ça peut avoir un effet miraculeux parce que la personne est prête. En une fois, elle reçoit et que c'est ce dont elle a besoin, mais parfois c'est le travail d'une vie. Donc, et moi, je ne suis pas psychothérapeute et je ne suis pas psychanalyste. Donc mon boulot, c'est la thérapie brève et l'accompagnement sur quelque chose de très actif, de très expérimental, de très fonctionnel. Et de la même manière, je ne demande pas non plus à savoir ce que les cœurs brisés vivent sur le tournage parce qu'il ne faut pas que ça m'influence. Pareil, si tu viens demain en séance, je ne connais pas ton histoire et je ne sais pas ce que tu vas faire en sortant de chez moi. Je sais ce que tu m'apportes et je t'accompagne sur ce que tu m'apportes. Et même si tu me mens dans les yeux et que je sais que tu me mens, je ne vais pas te le dire. Parce que je vais t'accompagner sur la raison pour laquelle tu mens sans te le dire. Parce que j'accompagne la matière que tu me donnes. Pas mon jugement et pas ce que je sais de toi. D'accord. Et est-ce que tu as déjà des gens qui sont venus sur du coaching, alors en télé-réalité ou privé, avec vraiment des grands questionnements, des doutes sur leur couple ou sur eux-mêmes par exemple, combien de fois je dois faire l'amour par semaine ou est-ce que j'ai le droit d'aimer plusieurs personnes? Enfin, est-ce que tu as ce genre de questions-là? Tout le temps. Tout le temps. Alors, c'est vrai que le grand sujet de mon accompagnement, c'est la confiance en soi et les schémas répétitifs que les gens peuvent rencontrer dans leur vie amoureuse. C'est vrai aussi que ma clientèle est à 95%, voire à 98% féminine. Mais j'ai tout type de questions. Et puis les gens me disent aussi parfois, est-ce que j'ai le droit de parler d'autre chose que d'amour? Je dis, bien sûr, parce que les choses ne sont pas clivées dans la vie. L'amour va irradier sur les relations familiales, la carrière, l'argent, la santé, etc., etc. Et puis parce qu'encore une fois, l'amour, c'est une porte d'entrée en tout, mais on aime son travail ou on déteste son travail. Enfin, l'amour, c'est ce qui chapeaute tout, de toute façon. Mais oui, j'ai des questions... Mais qu'est-ce que tu réponds alors à quelqu'un qui va te dire combien de fois on doit faire l'amour par semaine? Autant de fois qu'ils en ont envie. Oui, voilà, en fait, je vais répondre à cette personne qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En revanche, je peux l'aider à trouver sa réponse. De la même manière que quelqu'un, tu as cité cette question tout à l'heure, peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? À mon sens, oui, puisque je suis polyamoureuse. Alors, c'est marrant parce que les gens me jugent pas mal là-dessus. Et je me dis qu'un jour, dans 20, 30 ou 100 ans, les gens qui jugent le polyamoureux seront catalogués comme les homophobes. En se disant, mais en fait, en retard. Comment on peut juger quelqu'un parce qu'il a décidé de manière élégante, respectueuse et surtout totalement honnête dans un cadre amoureux sain qu'il avait décidé. Enfin, je veux dire, de la même manière qu'on ne va pas juger quelqu'un sur le genre ou sur son orientation, pourquoi on jugerait quelqu'un sur sa façon d'aimer à partir du moment où tout est OK, consenti et respectueux? Mais bref, c'est une petite aparté. Donc, quelqu'un, évidemment, qui va me demander si on peut aimer plusieurs personnes à la fois, je vais lui retourner la question très aimablement et très affectueusement, lui disant, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous aimez déjà quelqu'un? Est-ce que vous aimez déjà plusieurs personnes? Oui, donc forcément, si ça vous arrive, c'est qu'on peut. Il n'y a pas de morale à avoir par rapport à ça. Il y a une valeur à interroger, c'est-à-dire, est-ce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour mon ou ma partenaire? Et à partir du moment où c'est OK, est-ce qu'on arrive à mettre un cadre relationnel qui soit sain et qui soit vivant, bon et beau et fonctionnel pour tout le monde? Et à ce moment-là, il y a là, quoi. Bah oui, bien sûr qu'on peut, si on veut. Mais il y a quand même la question qui revient souvent, c'est comment on sait qu'on est amoureux? Ah, c'est une super question. J'aime beaucoup cette question. Parce que, alors, il y a deux choses. Avoir le côté cette personne me manque, le côté cette personne me fait battre le cœur quand je la vois, c'est en effet une forme d'amour amoureux, d'un point de vue en tout cas chimique. Mais c'est pas l'amour avec un grand A, ce qu'on appelle.
L'amour avec un grand A, c'est une personne justement qui ne va pas vous manquer. C'est une personne dont vous n'avez pas besoin. C'est une personne qui ne va pas vous inspirer de jalousie. C'est une personne que vous n'avez pas besoin de posséder et qui n'a pas besoin de vous rassurer ou de vous mettre en sécurité. C'est une personne que vous allez aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire, je reprends les termes que j'ai dit tout à l'heure, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle soit, quoi qu'elle pense, vous l'aimez. Et cette personne est libre, ne vous appartient pas. Et ce qui compte pour vous, c'est la relation que vous avez et non pas ce qu'elle va vous apporter, venir combler ou venir soigner chez vous. Ça, c'est l'amour avec un grand A. Et très souvent, une personne qui va venir me voir en séance en me disant « Est-ce que vous pensez que je suis amoureuse de cette personne ?» Je vais lui dire qu'il y a une première différence, c'est est-ce qu'on est amoureux de la personne ou est-ce qu'on est amoureux de ce que la personne nous fait vivre ou nous renvoie de nous-mêmes. Et très souvent, malheureusement, et surtout aujourd'hui en 2025, on est amoureux de ce que l'autre nous fait vivre ou nous renvoie de nous-mêmes. Cet homme ou cette femme va vous apporter énormément d'attention. Il s'avère que vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez l'impression que c'est de l'amour. C'est pas vrai. Cette personne vient combler un manque. Vous êtes quelqu'un qui souffre de solitude. Vous rencontrez une personne dépendante affective qui a besoin d'être avec vous 24 heures sur 24. Vous pensez que c'est de l'amour. C'est pas vrai. C'est de la dépendance affective mutuelle. Et justement, sur ça, est-ce que tu penses que c'est plus de l'amour d'aider quelqu'un à s'aimer soi-même, justement, à se développer, ou c'est plus de l'amour de combler justement ce manque-là qu'a la personne, ou de la coacher, entre guillemets, pour qu'elle grandisse elle-même, ou de venir combler soi-même ce manque-là? Les deux ne sont pas souhaitables. Tu ne peux pas coacher parce que tu n'es pas le coach de ton compagnon ou de ta compagne. Chacun a son rôle et c'est très important. On peut être en effet ami, amant, confident, amoureux, mais on ne peut pas être le thérapeute, on ne peut pas être le médecin, on ne peut pas être le sauveur, ni le bourreau d'ailleurs évidemment de la personne avec laquelle on est en relation, mais de la même manière qu'on ne peut pas être la personne qui compense. On peut être la personne qui soutient, qui accompagne, qui est là tant qu'on le souhaite, durant le temps qu'on le souhaite et de la manière dont on le souhaite. Mais certainement pas de manière, encore une fois, thérapeutique ou malsaine, c'est-à-dire dans le sens où sans ça, on n'a pas de valeur. Ben non, si notre valeur, elle est là, c'est que c'est une relation qui est absolument pas... C'est une relation de dépendance, quelle qu'elle soit. Est-ce que quand on est dans une relation amoureuse, même quand on a trouvé le grand amour, à notre sens, est-ce qu'on souffre toujours un petit peu? Est-ce qu'il y a forcément un processus où on souffre un petit peu, même quand on a trouvé le grand amour? Alors, déjà, il faut remettre les choses dans à leur place. La douleur n'est pas optionnelle. La souffrance l'est. Je t'ai expliqué la différence. Je veux bien que tu me donnes ta main. Si, par exemple, je te pince, là, je ne le fais pas fort pour ne pas te faire mal. Bon, d'accord, ok. Je te pince, tu ressens une douleur. Évidemment, ça, c'est pas optionnel, c'est obligatoire, instantanément. Hop, les nerfs envoient un message au cerveau en disant « Attention, il y a quelque chose qui se passe mal », donc ça crée une douleur pour que tu puisses y répondre. Ça, c'est ta douleur. La souffrance, c'est comment tu vas appréhender cette douleur. D'accord ? Et c'est la même chose pour les relations amoureuses. Donc, la souffrance, c'est je vais rester dans le côté victime, je vais me plaindre, je vais me focaliser là-dessus, je vais mettre là-dedans énormément de négativité, etc., etc. Et là, je vais générer de la souffrance. Alors que juste la douleur sans la souffrance, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne me fait ça? Je vais retirer ma main, je vais accepter cette douleur. Merci mon corps de m'avoir envoyé un signal pour me dire qu'il y a quelque chose n'allait pas. C'est une interprétation de la douleur en fait. Exactement. Donc, non, la souffrance n'est pas inhérente à la relation, elle n'est pas inhérente à la vie. La douleur, oui, évidemment que dans n'importe quelle relation amoureuse, à partir du moment où tu es vivant en fait, à partir du moment où tu viens au monde, tu t'exposes à la douleur. Ouais, c'est inhérent à la vie. Hop. Alors, la seconde, c'est un message pour la Lucide il y a 25 ans. Ouais. Alors comme j'ai 25 ans, il y a... Donc, il y a 25 ans, j'avais 20 ans. Oui. Ça va aller. Ce message, c'est ça va aller. Parce que franchement, à 20 ans, alors j'ai un peu pris cher toute ma vie. Clairement, j'ai pris cher toute ma vie. Mais à 20 ans, je prenais très, très cher. Je prenais très, très cher parce que j'étais à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. Et on vit tous des cycles comme ça, qui soient plus ou moins longs. Mais là, moi, j'étais à la fin d'un sacré cycle, au début d'un sacré nouveau. Et je prenais très cher. Il y avait beaucoup de turbulences, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'épreuves, beaucoup de changements. C'était très dur. Mais je dirais à Lucie, ça va aller
parce que tout passe et que tout fonctionne justement sur un principe de cycle et que rien n'est ni méchant, ni injuste, ni gratuit, ni hasardeux. Tout a une raison, tout est juste et tout arrive pour quelque chose qui, tu le verras un jour, peut-être pas tout de suite, mais sera quelque chose de très vertueux. Et c'est vrai, avec 25 ans de plus, je me rends compte que tout ce que j'ai vécu a été vertueux au final. Tout. Même si c'était Et une je dis douleur à bien la base. tout, même les choses les plus terribles, et quoi, moi j'ai vécu des choses terrifiantes et terribles, tout a été finalement vertueux. L'image qui te vient en premier quand tu penses à ton enfance. Alors étonnamment, l'image de mon fils qui a 12 ans, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, même si c'est une chose sur laquelle c'est une chose que j'apprends tous les jours et sur laquelle je me développe énormément, je projette beaucoup ma propre enfance, mes propres peurs et insécurités sur mon fils. Donc quand je pense à moi, petite fille, je pense à mon fils. Et j'ai peur qu'il puisse souffrir ou vivre les mêmes choses. Ton souvenir le plus douloureux. Je vais raconter quelque chose qui peut être... je vais raconter deux choses qui peuvent être difficiles à entendre pour certaines personnes. Donc les personnes qui sont pas dans une bonne période de leur vie, je les invite à pas forcément écouter la réponse. Un jour, j'ai eu tellement peur de mon père, dans son attitude, et j'avais 14 ans, que je me suis fait pipi dessus, de peur. Ça fait partie des souvenirs les plus difficiles à me remémorer et à évoquer. Et le second, c'est le jour où il nous a annoncé qu'il avait tué d'un coup de fusil notre chienne. Parce qu'il trouvait qu'elle avait pas eu un bon comportement et qu'elle était enterrée sous le balcon de notre chambre. Celui d'une agression sexuelle aussi que j'ai vécue, la première à l'âge de 7 ans et une deuxième à l'âge de 15 ans. La première à l'âge de 7 ans d'un inconnu à la plage. Et la deuxième d'un proche de la famille, parce que c'est souvent dans les familles malheureusement. Sous notre propre toit en plus. Ouais, voilà pour les souvenirs qui je pense sont les plus... en tout cas aujourd'hui éprouvants. Tu me reposeras la question dans 6 mois, peut-être que ce serait d'autres souvenirs, mais là aujourd'hui ce sont ceux-là. C'est quoi pour toi le contraire de l'amour ? La peur. Justement, ta plus grande peur, celle que tu n'avoues presque jamais. Perdre le contrôle. Que mon monde s'effondre. Que je n'arrive plus à le maîtriser. Que je n'ai plus la main sur les choses. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as vraiment pris conscience de la fragilité justement de cette même vie ? Je ne crois pas que la vie soit fragile. Je crois que la vie est extrêmement forte, extrêmement belle, extrêmement juste. Est-ce qu'il y a une odeur qui te remplit de joie ? Alors, il y a un endroit en particulier de mon fils, c'est sa nuque. Évidemment, l'odeur a évolué au fil des années parce qu'il a 12 ans aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, tu vois, encore hier soir, il était en train de se laver les mains et je suis allée lui mordiller la nuque. Et j'adore cet endroit et j'adore cette odeur. Et puis sinon, de manière beaucoup plus superficielle, l'odeur de la nourriture. J'ai une passion pour le fait de manger, ça se voit. Je fais jamais de régime, mais selon ce que je vis émotionnellement, mon corps va grossir, maigrir, maigrir. Et c'est devenu ok aujourd'hui. Ça a été une déception vis-à-vis de moi-même pendant longtemps. Et là, depuis quelques temps, c'est ok. Mais l'odeur de la nourriture, ah oui. Ta plus grande fierté ? D'être encore là aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, et malgré tout ce que j'ai traversé, et d'en avoir fait, pour la plupart, quelque chose de joli, d'avoir fait naître du chaos plus de lumière. On a parlé de ton fils. Est-ce que tu as un message à lui faire passer ? Axel, je t'aime, ça, tu le sais, on se le dit tous les jours. Mais le plus grand honneur de ma vie, le plus beau cadeau de ma vie, c'est que tu m'aies choisi comme maman. La personne qui te manque le plus au monde ? Personne. Les gens que j'aime sont en permanence avec moi, je fonctionne pas avec le manque du tout. Ta plus grande honte ? Avoir fait du mal aux gens que j'aimais parce que je n'ai pas su guérir de mes propres blessures plus tôt. Lucie, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de l'association qu'on a choisi conjointement de soutenir dans le cadre de notre initiative avec notre partenaire Giftasso, l'association Parrain par 1000. Ouais. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tu l'as choisie, que tu nous la présentes un petit peu, parce que c'est une très belle initiative, donc j'aimerais que tu nous expliques.
Alors déjà, je vais te raconter une toute petite anecdote par rapport à cette association, c'est que j'ai fini par comprendre au bout d'un an le jeu de mots parrain par mille. Donc c'est Mhm. parrain par 1000, et après j'ai compris c'est par 1, le chiffre 1, et Ah, par 1000. oh, bah, je l'avais pas non Tu plus. l'avais pas non Je plus? l'avais pas. Voilà. Parrain par 1000, c'est une association qui existe au niveau national et qui met en relation des parents et des bénévoles, ou des structures et des établissements et des bénévoles qui souhaitent parrainer ou marrainer un enfant Mhm. ou un jeune, parce que ça va de très très jeune à 26 ans, et des institutions ou des parents ou des associations qui veulent qu'un jeune ou un enfant soit accompagné par un parrain ou une marraine. Donc le principe est très vertueux, très beau, très chouette, puisque l'idée, par exemple, c'est que un jeune puisse rencontrer un parrain ou une marraine qui va l'aider dans les moments difficiles du choix d'orientation, l'aider dans la vie de jeune adulte, pouvoir éventuellement le soutenir autant qu'il Se qu'il le développer. souhaitera. Voilà, exactement, à se développer, etc. Ou alors, on est plus sur quelque chose on est sur quelque chose d'un peu différent et d'un peu plus accompagnant quand ce sont des jeunes. Moi, par exemple, je suis encore dans mon parcours. Ça fait plus d'un an que je suis bénévole dans cette association, pardon, mais je suis encore dans mon parcours, et je vais bientôt, si tout va bien, devenir la marraine d'un petit garçon qui s'appelle Aimé, qui a 9 ans. Et qui va venir, du coup, l'idée, c'est passer du temps avec nous, les D'accord. mercredis, les week-ends ou pendant les vacances, enfin, quand on le souhaite, pour partager le quotidien. Hein. L'idée, c'est pas de Mhm. faire des choses Ouais, ouais, ouais. extraordinaires, c'est partager le quotidien et vivre un quotidien différent du sien. Donc ça peut être des enfants, en effet, qui sont dans des situations particulières, délicates, voire difficiles, Mhm. ou ça peut être, comme c'est le cas là avec Aimé, un enfant dont la maman a décidé que c'était un plus, un bonus, que de lui apporter Un autre un contexte. autre contexte, Mhm. un autre contexte de vie. Moi, j'ai toujours été engagée dans le milieu associatif, hein, d'aussi loin que je me souvienne, que ce soit auprès des animaux quand j'étais Mhm. allée de La Réunion et que j'étais adolescente, ensuite en tant que sauveteur secouriste à la Croix-Rouge, et maintenant avec Parrain par 1000. Et pourquoi j'ai toujours été dans le milieu associatif? C'est parce que je crois que l'association, en France, c'est un plus extraordinaire Mhm. qu'on a, parce que le milieu associatif fait toute la différence pour les citoyens et la Il y a population énormément de française. travail qui est fait de la part des associations. Si Ouais. les associations n'étaient pas là, je ne suis Ouais. pas sûre que Il y la a beaucoup France de n'irait choses qui ne pas tourneraient pas. Ouais. encore plus Ouais, mal. ouais, ouais. Et Donc comment voilà. on peut tous devenir parrain, marraine? Comment ça se Oui, passe? on peut tous devenir parrain, marraine, quelle que soit notre situation maritale, financière, professionnelle, familiale, etc., etc. Ah oui, il faut être majeur, évidemment. Ouais. Mais on peut tous le devenir, sachant que c'est un processus néanmoins qui est assez long. C'est pas une adoption, mais c'est quand même un parrainage et un Oui, marrainage. il y a Donc quand on même pas est mal de vérifications qui sont investi dans faites. la vie, voilà, de l'enfant ou du jeune. Donc c'est un parcours assez long, moi, qui a commencé, comme je disais, il y a plus d'un an. C'est-à-dire on va rencontrer l'association, on se renseigne, on a des rendez-vous, on a un rendez-vous avec, 2 rendez-vous avec une psychologue ou un psychologue. Ensuite, quand le dossier est validé, on passe des formations Mhm. pour savoir comment être un bon parrain, une bonne Comment marraine, accueillir? etc., etc. Et ensuite, là, les recherches de mise en relation Commence. commencent. D'accord. Donc c'est une très belle initiative qui est à travers toute la France, hein, c'est ce qu'on s'est dit Toute tout la à l'heure au France. niveau national. Donc si vous voulez devenir parrain marraine, pour le coup en plus c'est possible. Il y a un site internet, il me semble, on le mettra hein, dans la description de Exactement. la vidéo. On créera des cartes donc à l'effigie de Lucie que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur le site internet de Giftasso et puis partagé par Lucie également. Et ça aide une association qui, elle, parraine des enfants qui vont être en difficulté. Donc je pense qu'il y a, il y a de quoi faire en tout cas. Voilà. Je crois que ce sont les enfants qui sauveront le monde, moi. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de m'investir auprès d'eux. Et justement, ça va faire le pont, la transition avec ce dont on va parler juste là, mais on parlait d'amour tout à l'heure, on parle un petit peu de la société là. On est aujourd'hui dans une société de consommation ultra rapide, de plus en plus rapide. Entre moi, ma génération, et toi, la génération que tu as connue, je pense, dans ton enfance ou ton adolescence, déjà, il y a une grosse différence. Est-ce que ça impacte les relations de couple, cette société de consommation ultra rapide? Ça les impacte parce que c'est une possibilité qui se présente, qui fait que ça vient apporter forcément un cadre différent. En Ouais. fait, quand tu donnes des possibilités et des opportunités aux gens, à des sociétés, à des structures, forcément, ça va les impacter, parce qu'elles vont décider
de oui ou non s'en servir, et de si elles ne s'en servent pas, continuer, mais comment, et de si elles s'en servent, s'en servir, mais comment. Donc oui, ça forcément, ça a un impact. Toute nouveauté, toute progression, toute évolution a un impact. Je ne crois pas qu'on s'aime moins bien qu'il y a 100 ans ou 50 ans ou même 30 ans. Quand moi j'ai commencé ma vie amoureuse a commencé à 17 ans. Je ne crois pas qu'on s'aime moins bien, je pense qu'on s'aime différemment. En revanche, je pense qu'on se rencontre moins bien. Ça oui. Je pense qu'on se rencontre mal. Pas parce que Internet, pas parce que les réseaux sociaux, pas parce que les applis, mais parce qu'on les utilise mal. C'est comme tout. En fait, il n'y a rien de mauvais, rien de bon. C'est l'appréhension qu'on va avoir des choses qui va rendre les choses noires ou blanches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une application de rencontre, dans l'absolu, elle est neutre, façon de parler. Il y a des applications de rencontre qui ne sont pas neutres du tout. Mais une application lambda de rencontre classique, elle va être neutre. Et ce sont les gens qui vont s'y inscrire et qui vont s'y investir qui vont lui donner son aura. Tu vois, dans une école, il n'y a pas de bonne école, mauvaise école. Il y a de bons ou mauvais enseignants. De bons ou mauvais parents, de bons ou mauvais élèves, entre guillemets. Ce sont les gens qui font les choses. Les gamins actuellement, avec donc, notamment les réseaux sociaux et justement cette idée de consommation assez rapide, j'ai l'impression quand moi je discute avec eux, quand on prend le temps de discuter avec eux, qu'ils tombent amoureux d'une image ou de quelque chose qu'ils voient très rapidement et ce qui déforme un petit peu la vision de la réalité sur laquelle ils pourraient tomber plus tard dans la vraie vie, en fait, entre guillemets, tu vois. Alors moi, je vais avoir un propos qui va peut-être déclencher des polémiques, mais je suis d'avis que les enfants ne soient pas confrontés aux réseaux sociaux. Pas avant l'âge adulte, mais surtout au-delà de l'âge, pas avant d'y avoir été formés et préparés et éduqués. Pour moi, il devrait y avoir vraiment une formation, un apprentissage, une préparation aux réseaux sociaux, qui encore une fois peuvent être des outils exceptionnels. J'ai vu, moi, pendant des années, des choses exceptionnelles sur les réseaux sociaux qui m'ont permis de rencontrer des gens, de découvrir des univers, des mondes, des pensées que je n'aurais jamais imaginées. Aujourd'hui, en 2025, il reste quelques belles choses, il y a des choses, oui, mais on a beaucoup de moches, beaucoup de moches, beaucoup de noirs, de méchants, de pas beaux. Il y a beaucoup d'ombre, d'obscurité dans les réseaux sociaux. Je le déplore, mais en même temps, c'est normal. C'est pas légiféré, c'est pas modéré. C'est pas légiféré, pourquoi ? Parce que c'est international et mondial et qu'il n'y a pas une loi commune à tous les pays du monde. Mais même en France, c'est pas légiféré. Quand on voit le cyberharcèlement et ses conséquences, et quand on voit le peu de prise en charge, le peu d'accompagnement et le peu de prévenances qui sont mises en place, on est très loin. Donc moi, tant que les réseaux sociaux ne seront pas légiférés, modérés, et tant que les enfants ne seront pas préparés, éduqués, formés à leur utilisation, enfin moi, mon fils, il n'est pas prêt de toucher à Instagram, TikTok ou Facebook, je te le dis. Mais il y a des pays qui interdisent aux enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est en Australie. En Australie et dans d'autres pays, je crois qu'il y a des pays qui interdisent. Mais c'est vrai qu'en fait, la problématique, moi, que je remarque, c'est que c'est le schéma principal auquel ils sont confrontés. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est la réalité des choses. Comme tu dis, s'ils sont préparés à ça et qu'ils ont déjà appris un petit peu la vraie vie, entre guillemets, et qu'ils voient les réseaux sociaux comme un schéma un peu alternatif. C'est ça, un plus. Voilà, c'est un plus, c'est autre chose. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ça fait le tout pour beaucoup de gens. Ça éduque certains gamins, quoi. Oui. Et ça, je pense que oui, c'est problématique. Moi, je suis assez aligné avec toi sur ça. Mais de la même manière qu'on a beaucoup critiqué le porno, parce que le porno pouvait être un biais sexuel, un biais d'éducation sexuelle qui est forcément biaisé, puisque ce sont des acteurs et que ce sont des films. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour le porno, encore une fois, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les réseaux sociaux ou les applis. Non, en fait, on s'en fout, ce n'est pas une question d'être pour ou contre, c'est comment on l'utilise, pourquoi, et surtout avec quel esprit critique
Aujourd'hui, les gamins n'ont plus d'esprit critique. Ils ne sont pas formés à l'esprit critique. Mais ça existait. Pour moi, quand j'ai été à l'école, et je pense que moi, j'ai pas appris l'esprit critique non plus. C'est-à-dire, mais les livres nous poussaient à l'apprendre, les discussions avec nos parents, tout à fait. Le fait qu'on passait du temps à la bibliothèque, le fait que quand on cherchait un terme, je ne sais pas quel âge tu as, mais on allait chercher dans le dictionnaire et pas sur Internet, le fait qu'on avait les copains. Enfin, moi, je suis née à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai appris à aller parler aux gens. J'ai appris à, quand je donnais rendez-vous avec quelqu'un, me pointer parce que sinon, on ne pouvait pas me prévenir. J'ai appris à faire mes devoirs à noter mes devoirs parce que c'était dans des agendas, etc. Papier, il n'y avait pas les pronotes et compagnie. J'ai appris à discuter avec mes copains et quand je voulais avoir des informations, j'allais à la médiathèque où je lisais des encyclopédies, où on allait voir des conférences ou des expositions, où on allait au cinéma, etc. etc. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire la vieille conne qui regrette son époque, parce que j'ai adoré mon époque et j'adore l'époque dans laquelle aussi on vit pour tout un tas de choses, pour toutes les opportunités qui se présentent. J'attends juste que toutes ces opportunités qu'on met en place, les réseaux sociaux, les applis, l'IA, on peut parler de plein de choses. J'attends que toutes ces opportunités... En fait, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'avant de sortir toutes ces choses-là et de les mettre à disposition de l'humain, il faudrait que ce soit légiféré, pensé, structuré, contrôlé, modéré et qu'on nous apprenne à nous en servir. Pour moi, on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on met à disposition des trucs dont on n'est pas trop sûr, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment les gens vont réagir, et puis par l'expérience, ensuite on se dit, démerdez-vous, et après on répare plutôt qu'on prévient. Ouais, c'est ça. Le monde fonctionne à l'envers. Il fonctionne pas mal, il fonctionne à l'envers. Et pour en revenir à ta question sur l'amour, bien sûr que les réseaux sociaux, mais même l'émission de télé-réalité à laquelle je participe, La Villa des Cœurs Brisés, même si c'est plutôt un docu-réalité, si tu ne regardes que ça, ta vision de l'amour et des relations humaines, elle est biaisée. Elle est biaisée parce qu'en fait, il faut tout pour faire un monde, mais donc il faut une curiosité et une ouverture sur le tout pour te créer... Pour te créer un avis. Un avis et un esprit critique. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et une expérience. Et tu parles, toi tu as un fils, justement, on parle des enfants. Comment tu expliques à ton fils l'amour? Est-ce que ça s'explique? Ou est-ce que tu démontres des choses plutôt? C'est lui qui m'explique l'amour. Alors moi, j'ai accouché d'un philosophe en culotte courte où j'essaye juste d'avoir le niveau, si tu veux. Parce que moi, je suis là et lui, il est là. Yeah. Donc, c'est lui qui m'apprend la vie pour l'instant. Moi, j'essaie tant bien que mal d'être à la hauteur et c'est ce qu'on se dit avec son père, dont je suis séparée, mais avec qui je suis dans des termes plus qu'affectueux et amicaux. Vraiment, il y a un amour indéfectible entre nous. C'est le papa de mon fils et il sera dans mon cœur toujours, même si je suis heureuse en mariage aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie intégrante. Et on se dit, tu sais quoi, il faut juste essayer de pas trop l'abîmer et d'être un minimum à la hauteur. Donc, c'est certainement pas moi qui éduque mon fils sur l'amour, c'est lui qui m'éduque sur l'amour. Il a un regard sur l'amour. Tu sais, j'ai dit à mon fils un jour que moi, j'avais une approche de l'amour qui était peut-être particulière. Je lui ai dit, tu sais, moi, aujourd'hui, j'aime Vincent, donc qui est mon conjoint, mais je sais que je peux être amenée à aimer un autre homme un jour. Je lui dis, pour lui expliquer, je lui dis, tu sais, par exemple, quand on a plusieurs enfants, on aime plusieurs enfants. Quand on a plusieurs passions, quand on a plusieurs amis, on aime plusieurs passions, plusieurs amis, etc. Je lui dis, pour moi, le cœur se multiplie, ne se divise pas, et le cœur est grand, et il aime de manière libre et inconditionnelle, et gratuite. Et il m'a dit, évidemment. Pourquoi les autres, ils n'aiment pas comme ça? Ouais, donc lui, il n'est pas du tout... Oui, mais parce qu'il n'a pas de biais. Et pour lui, c'était la normalité. Ouais, je lui disais, en fait, j'enfonçais une porte ouverte. Il me disait, donc, tu as des choses à m'apprendre sinon? C'est la gentillesse incarnée, Axel. Donc moi, j'essaie juste d'être à la hauteur. Je lui apprends strictement rien. J'essaie juste d'avoir le niveau et de pas me faire semer en route. Vraiment, c'est génial et flippant à la fois. C'est beau aussi parce que du coup, ça veut dire que lui, avec la simplicité de sa vision du monde, etc., il peut t'apprendre des choses. Parce que nous, souvent, on a des réflexions qui poussent très loin, mais eux, les enfants, ils ont cette pureté qui permet de justement aller tout droit. Ouais, exact. On l'a dit un petit peu, mais toi, tu as écouté énormément d'histoires d'amour, de problèmes d'amour, etc. Est-ce que ça a pu avoir à un moment donné un impact sur tes histoires d'amour, sur ta façon d'aimer? Est-ce que ça t'a poussé à avoir des réflexions différentes? J'imagine que oui, mais tu vas pouvoir nous dire. Et est-ce qu'à un moment donné, ça peut aussi te pousser à t'éloigner de l'amour parce que t'entends trop de choses qui sont pas belles, quoi? Alors, m'éloigner de l'amour, jamais. Commencer à avoir une forme de dégoût pour la gente masculine, oui. On reviendra dessus après. Est-ce que ça a un impact? Énormément. Tu sais, il y a une phrase très juste que je trouve très humble, parce qu'il faut être très humble dans le métier que je fais, qui dit « On enseigne ce qu'on a envie d'apprendre ».
Et c'est totalement vrai. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, en effet, je me suis formée, je suis quelqu'un de très sérieux, je fais très attention à ce que je fais et à comment je le fais. Je commets des erreurs, évidemment, comme tout le monde, mais j'apprends toujours, je me remets toujours en question et j'essaie de faire preuve d'humilité. Néanmoins, je garde surtout en tête que je ne sais rien et que mes clients savent mieux que moi ce qui est bon pour eux. Moi, je ne suis qu'un miroir et un accompagnant qui leur permet de découvrir des choses qu'ils D'ouvrir des n'auraient pas portes. forcément découvertes seuls. Exactement. Et évidemment, on enseigne ce qu'on a envie d'apprendre. C'est-à-dire que moi, évidemment, c'est un univers qui me passionne. L'amour, je pense littéralement que l'amour fait tourner le monde. C'est l'énergie pour laquelle on s'incarne. Mais oui, bien sûr que les gens m'impactent. Et le jour où ils m'impacteront plus, je changerai de métier parce que ça voudra dire que c'est devenu triste et ennuyeux pour moi. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc, m'influencer sur l'amour et la relation de couple, non. M'influencer sur le regard de la gente masculine, oui. Depuis la sortie, entre guillemets, de Covid, alors je ne sais même pas quand est-ce que c'était la sortie de Covid, mais je dirais depuis 2023, à peu près, donc c'est assez récent, 2-3 ans, mon regard sur les hommes a évolué et quand je ne fais pas attention, je peux avoir une espèce de partialité et une forme de dégoût et de rejet et de colère même. Et alors c'est marrant parce que là en ce moment, j'ai traversé une polémique avec la diffusion des réseaux sociaux et on m'a traité de masculiniste et on m'a dit que je prenais le dos des garçons et que j'étais beaucoup plus gentil avec eux, etc. etc. Je m'en défendrai pas, je justifierai pas, j'expliquerai pas. Mais absolument rien de ce que je fais n'est dû au hasard. Si je le fais comme ça, c'est exactement parce que je sais c'est contrôlé, pourquoi je le fais comme ça et je ne le modifierai pas parce que je sais que c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre avec les hommes ou avec certaines femmes. Et j'imagine que du coup, toi, tu arrives à appliquer à toi-même ou à ton couple? Pas du tout. Non, ah bah c'est ce que j'allais dire. Non. Pas parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, du tout. Parce que je pourrais, mais parce que j'ai un côté très... je suis très princesse et je peux être très capricieuse et je peux être très petite conne et que ça m'arrange de ne pas utiliser tout un tas de fois les apprentissages et les choses que je sais. Parce que c'est aussi beau quand c'est imparfait. Ouais. Quelque part, il faut laisser le truc se faire. Et puis parce que je suis déjà quelqu'un de très, très, très perfectionniste. Et s'il y a bien une qualité que j'ai dans ma relation, c'est que je suis une excellente communicante. Et que j'estime qu'à partir du moment où je suis une très bonne communicante, que je suis respectueuse, que j'aime et que je laisse à l'autre son espace d'expression, le reste, ça fait partie des petits réglages, des petites disputes sympas au quotidien aussi, parce que la relation, alors d'abord parfaite n'existe pas, puis si elle existait, je pense qu'elle serait d'abord très ennuyeuse. Mais moi, j'aime bien me prendre la tête de temps en temps avec mon amoureux, quand c'est une prise de tête, comment dire... plutôt marrante, joviale, plutôt constructive, je vois ce que tu veux dire. Qui permet de libérer des tensions sans faire de mal à personne, qui permet d'en rigoler, qui permet de se regarder en disant sérieusement là tu veux aller sur ce terrain, on est d'accord qu'on est de la mauvaise foi. Oui, eh bien que je suis dans la mauvaise foi, mais j'assume et j'ai envie d'y aller parce que ça fait du bien aussi. Tant que ça s'installe pas sur le long terme entre guillemets, que je comprends. Non, mais le couple c'est du boulot, hein. C'est un entraînement, une gymnastique et une discipline de dingue. Les gens pensent que c'est spontané, mais c'est pas vrai. Le couple, l'amour, c'est quelque chose de spontané, mais qui s'entretient. Mais le couple et la qualité relationnelle, c'est beaucoup de travail. Ouais, bien sûr. Et après un nombre de coaching incalculable, que ça soit donc dans ton activité alors privée... dans la villa, on m'a dit que c'était plus de 300. Et alors dans mon activité, imagine-toi, ça fait 15 ans que je le fais, j'en ai aucune idée. Ouais, tu sais pas combien. Je sais pas. Mais il y en a énormément. Énormément. Est-ce qu'il y a une chose un jour qu'on t'a dite ou qu'on t'a décrit qui t'a énormément... Alors je pense qu'il y en a plusieurs, mais une chose que tu nous ressortirais là, à laquelle tu penses instantanément, qui t'a profondément ému dans ce qu'on a pu te raconter? Oui, et c'était au tout début de ma carrière, donc je dirais il y a peut-être 13-14 ans, c'était vraiment au tout début. Un monsieur, pour le coup, un homme qui, je pense, à l'époque, devait avoir la quarantaine entamée, qui me raconte qu'il est papa de triplés et qui vient me voir parce qu'il subit des violences conjugales avec sa conjointe, qu'il le frappe, qu'il l'a mis sous emprise et qu'il le violente physiquement et psychologiquement. Et qui, lors de l'anamnèse, me raconte un peu sa vie et m'explique que la maman des triplés est décédée le jour de leur naissance. Alors, non, c'est pas vrai. Pas le jour de leur naissance, parce que les médecins ont, par délicatesse envers lui et envers ses enfants, ont maintenu en vie la maman jusqu'au lendemain
pour que le jour de l'anniversaire des triplés ne soit pas le jour du décès de la maman. Ce que j'ai trouvé extrêmement sensible. Je ne suis pas sûre que j'aurais pensé moi-même. Donc cet homme se retrouve du jour au lendemain sans sa femme, sans la mère de ses enfants, papa de triplés. Et quand enfin il re-rencontre l'amour et qu'il pense qu'il y a droit, il tombe sur une femme maltraitante. Je ne sais pas pourquoi cette histoire m'a dévastée. Cette histoire m'a dévastée parce que, en fait, j'ai vu chez cet homme toute sa bonté, toute sa lumière, toute sa douceur, toute son envie de bien faire. Et je ne crois pas en l'injustice. Je ne crois pas en la justice de la vie. Hein. Je ne parle pas d'injustice, de la justice de nos droits français. Je parle de l'injustice. Il n'y a pas d'injustice dans la vie. Pour moi, on vit les choses pour des raisons qui ne sont pas méchantes ou encore une fois hasardeuses ou encore une fois d'acharnement. On vit les choses pour venir faire grandir des choses, travailler la résilience, faire naître la lumière du chaos, etc. etc. Et encore une fois, ça peut être facile à dire, mais encore une fois, je le dis, pour avoir vécu des tragédies, il n'y en a aucune que je regrette. Je ne dis pas que je les revivrai, mais il n'y en a aucune que je regrette. Mais à ce moment-là, même si je sais tout ça et que j'ai foi en tout ça, j'ai une peine profonde pour cet homme. Et je ne pourrais pas, encore une fois, même aujourd'hui, l'expliquer. Mais j'ai une peine profonde pour cet homme. Je pense que c'est parce qu'il y a des enfants au milieu. Oui, il y a les triplés. Je pense que dès que tu touches aux enfants, je pense que dès qu'il y a des enfants au milieu, moi, tu m'as perdu. Moi, même avant que je sois maman, mais moi, je vois un doudou ou une tétine dans la rue, je pleure. Tu vois, je me dis, c'est un enfant qui a perdu sa tétine, son doudou. Alors, je ne suis pas les actualités, je regarde encore moins les faits divers, mais malheureusement, parfois, tu tombes sur des choses sans le vouloir. Et je me souviens d'un fait divers qui m'a, pendant des années, hanté. Et pendant des mois, j'en ai fait des cauchemars. D'une femme qui avait déjà eu plusieurs enfants, qui avait peur d'annoncer sa grossesse à son conjoint, et qui, du coup, dès la naissance, a fait grandir sa fille dans le coffre de sa voiture, pendant 2 ans. Oh. J'ai fait des prières en veux-tu en voilà, alors laïque, mais j'ai fait des prières en veux-tu en voilà pour cette petite fille, pour cette femme aussi, même si son geste est condamnable, j'essaie Enfin, on ne soigne pas le mal par l'amour. On ne soigne pas le mal par le mal, on soigne le mal par l'amour. Mais ça m'a traumatisée. Et encore aujourd'hui, j'en suis traumatisée de cette histoire. La souffrance infantile, même si je sais que tout est juste, c'est quelque chose que je sais intellectuellement, mais je n'ai toujours pas intégré émotionnellement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens, justement, là, on parlait de cet homme qui a été maltraité, etc., qui ne savent pas aimer? Alors, je ne crois pas que ce soit le fait qu'ils ne sachent pas aimer. Je pense qu'ils ont perdu contact et qu'ils ont déconnecté leur capacité d'aimer. Donc, ça revient au même, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que je crois qu'on vient vraiment avec l'évolution amour, quoi. Comme les Pokémon, ça fait partie de cette série, quoi. Tu vois, on vient avec l'amour, parce que de ma vérité, de ma façon de voir les choses, on est issu de la source de l'amour, vraiment. On pourrait l'appeler Dieu, d'aucuns l'appellent comme il veut, l'univers, la vie, les énergies, 1000 façons de l'appeler. Mais pour moi, on est issu de la sourse amour. Et il n'y a rien de cucu ni de mystique dans ce que je dis, encore une fois. C'est une énergie pure qui se mesure, l'amour. Mais il y a des gens qui ont, en s'incarnant, parce que moi je crois aux incarnations de l'âme, qui ont perdu le contact en atterrissant sur Terre avec cet amour et qui n'ont pas voulu, ou ne sont pas prêts, ou n'ont pas choisi cette expérience de le recontacter au cours de leur existence. Ouais. Donc oui, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer. Est-ce qu'on a parlé justement un petit peu de la spiritualité, foi, etc. Est-ce que des fois dans tes coachings, tu as des gens qui, de par leur religion ou des choses comme ça, est-ce que ça peut créer des problématiques dans les couples ou des choses comme ça, des gens qui viennent te voir par rapport à ça? Bien sûr. Ouais, t'as des gens qui... Moi, j'explique toujours mon cadre thérapeutique quand quelqu'un vient en séance pour la première fois, c'est très important. Et je leur explique que moi, mon approche, elle est laïque et spirituelle, que j'ai pas de croyance et pas d'incroyance. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ne pas croire, c'est croire. Donc, je pars du principe que chaque religion, chaque foi, chaque croyance est respectable. Et je leur dis que leur religion sera respectée. Et souvent, la religion, tu t'en rends compte, va influer la manière dont la personne va se regarder, sa manière d'être au monde et sa manière d'être en relation avec l'autre. Je n'ai jamais eu de couple qui sont venus pour des problèmes de mixité religieuse. D'accord. Et qui généraient des conflits. Mais je me suis déjà beaucoup retrouvée avec des femmes ou des hommes qui étaient dans une situation de couple de mixité religieuse où ça posait problème avec la famille. Pas entre eux, mais avec la famille. Et alors ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et en général, c'est un accompagnement qui est assez long parce que ça concerne des personnes qui ne sont pas là pendant la séance,
sur lesquels on n'a donc pas de contrôle et il n'est pas souhaitable qu'on en ait. Et le changement, il va devoir venir du couple et des individus qui forment ce couple. Donc ça prend du temps à être installé parce que, comme on dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde, soit ce changement-là. Après, ce changement, une fois qu'on l'opère, les gens pensent que c'est pile ou face et qu'il va y avoir action-réaction et c'est pas aussi rapide que ça. C'est un processus long. Ça demande de s'installer, quoi. Ouais, c'est un processus très long. Et de résister. Parce que l'autre va essayer aussi de te ramener à ton truc. Donc, Et on a parlé un petit peu de ton fils tout à l'heure. Est-ce qu'il te raconte ces petites histoires d'amour en primaire, etc. Est-ce que déjà, il y a déjà ce fait de raconter ça avec sa maman? Alors, mais raconter de manière extrêmement innocente. Je suis tout rouge, je suis tout mignon. C'est vraiment adorable et très touchant. Avec des questions et des fulgurances parfois, mais il raconte peu. C'est vraiment par moment, ça sort nulle part. Tu sais, c'est le matin, il vient me faire un câlin, ou le soir, il vient me faire un câlin et il me dit, tu sais, ni. Ou dans la voiture, ah, mais au fait, regarde, là, il se passe ça, comme ça. Ou là, qu'est-ce que t'en penses? Mais la plupart du temps, c'est, ah non, je veux pas en parler, je veux pas que tu me poses de questions. Il faut que ça vienne de lui, quoi, entre guillemets. Exactement. Donc, ça reste très discret, pourtant, il sait que c'est ouvert. Mais voilà, moi, même si j'en ai très envie, j'essaie de pas te poser de questions et lui rester. Ça s'appelle l'intimité, c'est pas pour rien. Bien sûr. Et est-ce que le fait qu'il ait pas les réseaux sociaux, tu te rends compte qu'à l'école, etc., il arrive quand même à avoir accès à des choses que tu aimerais qu'il évite? Je le lui interdis. En fait, Axel a eu un téléphone quand il est entré en 6e sans Internet dessus. D'accord. Enfin, sans Internet, non. Enfin, oui. Il a l'outil Internet qui lui permet de se connecter à son téléphone, machin, etc. Mais il n'a pas Google, il n'a pas YouTube. Donc sur son téléphone, il peut envoyer des SMS, il peut appeler. Et il a des jeux qu'il a téléchargés, des petits jeux bidules, et il a un temps d'écran par semaine avec des points, des machins, etc. Je sais qu'il a des copains d'école qui ont déjà YouTube, par exemple, pas d'autres réseaux sociaux, mais en tout cas YouTube. Et je le lui interdis. Je lui dis, écoute, en fait, si c'est interdit sur ton téléphone, c'est interdit aussi sur le téléphone des copains. Et c'est une discussion que j'ai eue avec les parents des copains et les copains en question, en disant, parlé avec les copains, vous pouvez tout à fait... jouer à vos téléphones, à vos jeux, machin, etc. ensemble. En revanche, interdiction de montrer une vidéo à Axel. Et t'as pas peur qu'il subisse des moqueries ou des brimades par rapport à ça? C'est une question que je me pose moi personnellement. Non, parce que Axel n'en a pas peur. D'accord. Parce que je lui dis, tu sais, quand on fait le choix d'être libre et quand on fait le choix d'asseoir sa différence, d'être différent, bien sûr. On est pointé du doigt. Et je lui dis, et je sais pas si tu l'as déjà été. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tu le seras. Et je lui dis, je ne sais pas comment tu le vivras. Et il me dit, mais en fait, je m'en fous. Tant mieux. Tu vois, il a 12 ans, donc il est en 5e. Et quand à ce moment-là, quand parfois je lui fais la surprise d'aller le chercher au collège, il a beau avoir tous ses copains, il me saute dans les bras en disant, maman, il n'en a rien à foutre du regard des autres. Et ça, c'est bien. Un petit garçon, etc. Il va avoir envie d'être aimé, il va avoir envie d'être, d'être quelqu'un de vu comme il est, c'est-à-dire quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Ça va être important pour lui, notamment auprès de ses professeurs. Mais que les copains le trouvent pas assez fun, pas assez cool, pas assez à la mode, ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Toi, est-ce que par rapport à ton métier, tu as du recul, de l'humour? Tu vois, je pense à des séquences, et j'étais en train de penser à une séquence de Jonathan Cohen avec Pierre Ninet quand il va le voir pour se faire coacher. Je ne sais pas si tu l'as vu, cette séquence-là. Docteur Juif. Oui, voilà, Docteur Juif. Est-ce que ma passion. Ça, c'est des choses qui te font rire? Ça me fait énormément rire. Là, j'ai mon producteur qui m'a envoyé une vidéo d'une nana sur TikTok. J'ai pas mon téléphone là, mais à mourir de rire, où la nana dit je suis tombée dans la villa des cœurs brisés et je me suis mis à avoir envie de jeter des pierres, etc. Et elle rigole de moi, c'est-à-dire qu'elle se moque pas. Et ça pourrait être une moquerie, ce serait pareil. C'est hyper constructif, c'est intelligent, c'est critique, c'est drôlissime. Ça a un recul et un second degré de dingue. Je suis fan de ce genre de choses. Je suis évidemment absolument contre le cyberharcèlement, l'acharnement, la méchanceté, la moquerie méchante. Moi, je dis toujours à Axel, quand tu te moques de quelqu'un ou quand tu fais une blague à quelqu'un, si tu es le seul à rigoler, c'est que c'est pas une blague, c'est pas une moquerie, c'est une méchanceté. Donc tu t'arrêtes tout de suite et tu t'excuses, tu fais un pas en arrière et tu essaies de réparer. En revanche, il y a des vidéos sur moi, des parodies qui sont hyper drôles. Il y en a qui sont méchantes et qui sont bêtes. Qui sont pas drôles.
il faut tout pour faire un monde. Bien sûr. Mais, Non, mais c'est beau d'avoir du recul sur ça, de pas trop se prendre au sérieux, tu vois. mais tu sais que l'autodérision, c'est hyper thérapeutique, ouais, Fabio. bien C'est-à-dire sûr. que sans autodérision, je pense que ça fait longtemps que j'aurais arrêté ce que je fais, Oui, c'est-à-dire tu d'être pourrais pas. médiatisé. Parce que si t'en as pas, tu pètes un plomb. En revanche, j'ai beaucoup d'ego. Donc il y a des choses qui vont venir me piquer. Mais j'ai surtout, je pense, j'ai évidemment blessé des gens, commis des erreurs. Mais la méchanceté, j'y suis étrangère totalement. J'ai aucune once de méchanceté en moi. Je peux être très dure, très directive, je peux être hyper exigeante, etc. Je peux faire des erreurs, je peux avoir des névroses qui vont blesser les gens, mais quand je dis pas une once de méchanceté en moi, si j'en ai pas une once. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, à appréhender et même à expliquer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand je vois la méchanceté ou quand je la subis, comme ça a été le cas là en ce moment sur les réseaux sociaux, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là, dans la tête de cette personne? Tu vois, comme je disais de mon père qui est un homme intelligent, mais qui choisit de s'en servir pour le vice, de la la méchanceté, méchanceté, de la haine, ouais. la perversion, On parlait de ça la tout à l'heure, en plus. destruction. Ouais, Je dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? C'est tellement dommage, on a tellement besoin justement mais parce qu'il y a une énorme différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence de vie et émotionnelle. Une énorme différence entre l'intelligence de la tête et celle du cœur. C'est une belle phrase pour terminer. Merci Lucie d'être venue raconter un petit peu ton parcours, nous donner un petit peu aussi des conseils. C'était un beau moment passé ensemble. On remercie, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Anan, qui est du campus des maquilleurs, avec qui on est en partenariat. Merci beaucoup pour ce glow-up extraordinaire. Voilà, on les remercie. Ils sont là sur chaque tournage, donc vraiment un grand merci. Abonnez-vous, venez sur la chaîne, et le parcours est beau, Lucie, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui pourra y accéder. Merci beaucoup. Et si vous hésitez à venir vous asseoir ici, venez, parce que vous allez voir, ici on nuance, ici on développe, ici on est exhaustif, et c'est un cadeau et un privilège merveilleux d'avoir de l'espace et du temps d'écoute, c'est rare. Merci beaucoup Lucie. Merci Fabio. À bientôt.